Alors, ce cinquième numéro qui porte sur les accidents vasculaires cérébraux va concerner la prévention des AVC. Je crois que c'est la partie la plus importante, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on peut faire, toute la stratégie qu'on peut penser, n'est-ce pas, pour éviter les accidents vasculaires cérébraux. Et lorsque nous parlons des accidents vasculaires cérébraux de façon classique en neurologie, nous distinguons ce que nous appelons les facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est l'ensemble d'éléments, éléments pluriels, n'est-ce pas, qui peuvent vous faire le lit, d'accord, à la survenue d'une pathologie. C'est l'ensemble d'éléments cliniques, clinico-biologiques, biologiques et même héréditaires qui favorisent la survenue d'une maladie. Et nous distinguons les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. C'est-à-dire, il y a certains facteurs sur lesquels on ne peut rien faire. Il y a l'âge. Lorsque vous prenez de l'âge, cela vous expose à l'accident vasculaire cérébral. Mais n'est-il pas souhaitable que nous prenions de l'âge et que nous ayons la longévité? Et donc, on n'y peut rien. La longévité même est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais ça reste un facteur de risque sur lequel on ne peut rien faire. L'hérédité. Lorsque vous naissez dans une famille où les gens sont prédisposés d'un point de vue héréditaire, n'est-ce pas, à faire de l'accident vasculaire cérébral, et bien vous êtes né dans cette famille, vous n'y pouvez rien, absolument. D'accord? Il y en a peut-être bien d'autres. Le sexe aussi, n'est-ce pas? Alors, et donc, c'est pour cela que dans la démarche de la prévention par rapport aux accidents vasculaires cérébraux, nous focalisons notre attention beaucoup plus sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Et au nom de ceci, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a les problèmes de cholestérol que nous appelons les dyslipidémies, il y a le tabagisme, il y a l'alcoolisme, il y a la malbouffe, il y a l'obésité, il y a les problèmes donc liés, n'est-ce pas, donc aux pathologies sanguines et bien d'autres. Et donc, c'est tous ces paramètres que nous allons passer progressivement en revue, d'accord, dans les prochains numéros. Mais pour ce numéro, déjà, nous attaquons l'hypertension artérielle. Elle constitue le principal facteur de risque qui est associé, dans 10 cas, est associé à environ 7 à 8 fois, soit seul ou associé à deux facteurs à la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Et c'est forcément pour ça que les collègues cardiologues sont tout aussi actifs sur la prévention, sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, soit. Et donc, mais ce qui est bien, et qui doit rentrer dans une démarche de prise en charge intégrée, dans une dynamique de santé publique, de médecine préventive, c'est que l'on doit se dire, dans un pays en développement où nous n'avons pas encore beaucoup de moyens, si c'est connu que c'est l'hypertension artérielle qui est le principal facteur de risque et qui est associé majoritairement à la survenue de cette maladie, il faut alors qu'on pense un mécanisme complet, intégré, pour barrer la route à ce symptôme pathologie, n'est-ce pas, qui cause beaucoup de dégâts. Et c'est par rapport à ça que nous, au niveau de l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences, nous avons réfléchi sur la question et nous avons décidé également de faire ressortir la notion de, lorsque nous parlons dans nos titres de formateur éducateur en travail de réalisation, développement intégré, parfois les gens ne perçoivent pas. Nous allons y voir quelques éléments à partir de ces numéros. Pour l'hypertension artérielle, ce que nous savons, ce que nous souhaitons, ce qu'il faut faire pour la contrer, c'est qu'il faut considérer cette prévention à 3 niveaux. 1. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne deviennent pas hypertendus? 2. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un diagnostic anticipé, un diagnostic précoce, pour que l'hypertension artérielle, ou du moins ne se révèle pas dans le cadre d'une complication, que ce ne soit pas à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral qu'on découvre maintenant que la personne était hypertendue depuis longtemps. 2. Pour ceux qui sont déjà hypertendus, bien connus, que faisons-nous pour qu'il y ait un minimum d'assiduité, n'est-ce pas, au niveau de la thérapeutique? Donc, c'est ces 3 aspects que nous allons, bien sûr, nous ne pourrons pas tout voir dans ce numéro, nous allons nous contenter de parler du premier, n'est-ce pas, aspect. Que faisons-nous pour que les gens ne deviennent pas hypertendus? La réflexion est dynamique, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Nous pouvons considérer à 3 niveaux. Premièrement, on peut s'intéresser, n'est-ce pas, au profil génétique. Profil génétique des personnes, n'est-ce pas, des personnes en Afrique qui font cette maladie. Parce que vous allez entendre parfois, de façon prosaïque, on dit, ah, il y a cette famille, c'est une famille d'hypertendus. D'accord? Mais au sein de la famille, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ne sont pas forcément hypertendus. Donc, on peut s'intéresser, n'est-ce pas, au profil génétique. Quel est le substratum génétique qui fait que dans la famille, n'est-ce pas, tel exprime la maladie et tel autre ne l'exprime pas. Ça peut faire bien d'ouverture pour des études approfondies pour les générations à venir. Deuxième chose, nous nous intéressons à l'environnement. L'environnement est dans le groupe, n'est-ce pas, nous pensons beaucoup plus au stress. Vous voyez, la vie d'aujourd'hui est une vie dynamique. Ça court dans tous les sens.
pour nourrir les enfants, pour les éduquer, pour les envoyer à l'école, pour travailler. Papa doit travailler, maman doit travailler, tout le monde court, le stress, le boulot, il n'y en a pas comme ça, les chats sont là. Et donc, nous sommes dans un environnement de plus en plus stressant. Et si c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est que il faut avoir cet élément à l'esprit et dans les grosses structures. Et c'est là que nous sommes dans les stratégies de développement intégré. Dans les grandes boîtes, les grandes sociétés où les gens ont les possibilités, c'est souhaitable de créer des postes pour les psychologues afin que de façon spontanée, ils puissent accompagner les agents qui travaillent dans ces différentes structures. Se donner le temps de les écouter de temps en temps, de savoir un peu comment ça se passe à la maison, de savoir comment ça se passe un peu, d'accord, sur le plan relationnel avec les autres collègues pour voir s'il y a des foyers de stress et si vous voyez s'il y a des démarches qu'on peut mener pour casser. Vous voyez, lorsqu'on le dit comme ça, n'est-ce pas de la stratégie de développement intégré? Parce que lorsqu'on crée ces postes, il faudra payer ces psychologues. Mais en même temps que vous les payez, eux, ils vous aident, n'est-ce pas, non seulement à mieux écouter les agents, à casser les foyers de stress et à les préserver de toutes ces pathologies qui sont forcément anxiogènes. Il y a le troisième aspect qui s'inscrit également dans une dynamique de prise en charge intégrée qui est le côté nutritionnel. On peut se dire, quel type d'alimentation faut-il adopter de façon concertée et scientifique pour que l'hypertension artérielle ne soit pas là? Et lorsque nous y pensons, on parle beaucoup plus de l'alimentation salée ou hyper salée que l'on connaît bien aux Africains. Et donc, il faudra simplement associer des nutritionnistes trempés qui ont de la science, de la documentation, mais qui vont se baser sur les données au niveau africain, n'est-ce pas, pour nous dire quel type d'aliments il faut adopter, d'accord, pour que l'hypertension artérielle puisse, n'est-ce pas, puisse ne pas s'installer lorsque on commence à prendre de l'âge, d'accord. Et nous allons faire même une envolée. On peut même aller jusqu'à concevoir ce type d'aliments. Ça peut être des bouillons, ça peut être des sauces pré-cuites, d'accord, ou autres, qu'on peut faire même passer dans une sorte de production industrielle. Donc, faire appel à des gens qui sont dans l'agro-business, l'agroalimentaire, pour créer tout ça. Et lorsqu'on le fait, vous imaginez, lorsqu'on arrive à créer des trucs comme ça, et que le patient diabétique ou hypertendu peut aller au supermarché et demander au comptoir, donc, diabète. D'accord? Alors, est-ce que vous avez tel type de sauce pré-cuite, d'accord? Ils peuvent acheter, n'est-ce pas, de développement intégré. Et c'est également donc, de la création de richesse. Donc, on associe les nutritionnistes, ceux qui sont dans l'agro-business, l'agroalimentaire, et on pense ce qu'on peut faire pour que la consommation ne soit plus nuisible pour nos patients. Voilà ce qu'il faut faire, d'accord, de façon simplifiée au niveau de ce premier groupe. Que faisons-nous pour ne pas devenir hypertendu? C'est qu'il faut, il faut questionner le génotype, le patrimoine génétique de ceux qui font, d'accord, pour ouvrir la vanne pour des études futures. Deuxièmement, il faut questionner l'environnement de stress, d'accord, dans lequel nous vivons aujourd'hui, et il faut questionner notre alimentation, surtout. Il y a bien d'autres facteurs, mais dans le cadre d'un numéro, on ne peut pas aller sur tous les détails. Voilà ce que nous disons par rapport à cette prévention pré-primaire, par rapport à l'AVC. Nous verrons les 2 étapes prochaines, c'est-à-dire qui concernent les patients qu'il faudra diagnostiquer en T et les patients qui le sont déjà dans le prochain numéro. Merci pour votre attention particulière et à très très bientôt.